Alors, pour parler de l'intermondialisation, il faut d'abord comprendre la mondialisation. Que veut dire la mondialisation? Très rapidement, ceci se trouve dans le livre, mon dernier livre, La stratégie de l'autruche. Mais comme pour tous mes livres, je ne touche pas mes droits d'auteur. Tous mes droits d'auteur sont versés à des fondations, etc. Enfin, c'est une autre question. Mais c'est juste pour vous dire que je ne fais pas d'opération marketing. Et donc vous pouvez les voler, les acheter, faire ce que vous voulez de mes livres. Ça ne change rien à mon sort. Mais vous aiderez une bonne cause en les achetant. Donc je vais aller très rapidement sur les grandes lignes de ce que je détaille dans ce livre. Et je vais partager avec vous ce que je suis en train d'écrire dans un prochain. Alors, qu'est-ce que c'est cette mondialisation? On va faire quelques constats actuels, on va faire la genèse et l'évolution de la mondialisation, ses résultats, et quelques analyses et solutions. Quelques constats maintenant actuels, très édifiants. Kofi Annan, en fin 2004, a déclaré « Jamais il n'y a eu autant de pauvreté et d'inégalité sur la Terre depuis 40 ans ». C'est-à-dire exactement depuis que cette mondialisation est sur nos têtes. Aucun pays pauvre n'est sorti de la pauvreté depuis les années 70. Aucun, au contraire. Des pays qui commençaient à émerger, comme l'Argentine, comme d'autres, se sont enfoncés dans le chaos et la pauvreté et la misère. Je ne parle pas de l'Afrique, je ne parle pas de... C'est connu. Un Canadien sur 6 touche un salaire de niveau de pauvreté. Travailleur, hein? Un travailleur canadien sur 6 est payé au niveau de pauvreté. Aux États-Unis, c'est 1 sur 4 ou 1 sur 5. C'est très mal connu parce que c'est très camouflé derrière les emplois précaires, les emplois à temps partiel, sur appel, etc., etc. Mais entre 40 et 60 millions d'Américains travaillent et touchent un salaire qui les fait vivre au seuil de pauvreté. Fourchette de revenus moyens des PDG et Chief Executive Officers canadiens. Entre 6 000 $ de l'heure et 73 000 $ de l'heure. 73 000 $ de l'heure, c'est M. Gratton. Alors, 3 personnes, Jack Welch, l'ex-PDG de General Electric, M. Grasso, l'ex-patron de la New York Exchange Stock Commission, donc qui devait surveiller ceux qui surveillent ceux qui trichent, et le PDG de Carrefour France. À eux 3, ils totalisent en prime de départ en retraite 20 000 ans de revenus moyens américains, 200 000 ans de revenus moyens algériens, 600 000 ans de revenus moyens béninois, 1 200 000 ans de revenus moyens du Bangladesh. Voilà la mondialisation. 3 milliards d'individus sur la planète vivent avec moins de 2 $ par jour, pendant que chaque vache américaine et européenne reçoit 3 $ par jour en subvention pour enrichir des fermiers qui sont déjà riches. Plus de 80% du commerce mondial se fait entre multinationales et filiales de multinationales. Sur 100 $ de commerce mondial, 97 $ vont aux pays riches. Aujourd'hui, l'oikos logos, c'est-à-dire le discours sur la maison, sur le logis, l'oikos logos, le discours sur notre terre, s'érige contre l'oikos nomia, c'est-à-dire contre le discours économique. Nous avons l'écologie, oikos logos, contre économique, oikos nomia. Maintenant, pour faire de l'économique du profit, il faut de plus en plus massacrer la nature. L'économie est devenue finance contre ses propres facteurs, le travail et la nature. Pour faire des profits, il faut de plus en plus faire de chômeurs et de plus en plus de pollution et de contamination sans évidemment compenser la nature. Nous sommes dans la 5e plus grande période d'extinction d'espèces dans l'histoire de la Terre. En 2004, 12 000 espèces étaient menacées d'extinction et sont sûrement déjà disparues. 90% des grands poissons de la planète ont disparu, il n'en reste que 10%. Les baleines, les rocs, etc., les orques, les requins. Je ne parle pas des requins de Wall Street et de Washington, ça c'est une espèce en voie de prolifération. Dommage, malheureusement. La nature ne fait pas bien les choses. Maintenant,
Vous savez aussi, les Suisses sont en train de couvrir leurs glaciers avec des couvertures de plastique et de lin. Non mais où on est là? On va bientôt mettre un parasol au-dessus de la terre pour ralentir les rayons du soleil. Mais vous vous rendez compte à quel point on est devenu fou? La solution aux glaciers de Suisse, c'est pas de les couvrir avec du plastique et du lin. C'est de dire à ces maudits malades qui veulent que la terre donne plus de pétrole, plus de bois, plus de poissons qu'elle ne peut donner, leur dire d'arrêter de faire les fous. C'est ça qui arrêtera les glaciers de fondre. C'est pas de les couvrir avec du plastique. Et après, on va couvrir le pôle Nord aussi de plastique. On va aller jusqu'où comme ça avec ces... Donc, genèse, évolution de la mondialisation. Tenez-vous bien, la mondialisation, ce n'est absolument pas ce qu'on vous a expliqué, ce qu'on vous dit, ce qu'on vous crie sur tous les tons. Quelque chose de naturel comme ça. Un beau jour, Dieu a dit, mondialisation soit, la mondialisation fut. Et puis, il faut s'adapter. On n'a rien d'autre à faire qu'à s'adapter à la mondialisation. Qui n'est pas adapté ici? À part Tarek et moi, évidemment. Cas particulier. Alors, voilà, donc, mondialisation est arrivée, il faut s'adapter. Qu'est-ce que c'est cette mondialisation? Eh bien, si on analyse, c'est quelque chose qui a été construit et qui est aujourd'hui un problème fondamental pour toute l'humanité. Le point de départ de la mondialisation telle que nous la connaissons maintenant avec ces dégâts dont je viens de donner quelques indices, c'est le gâteau mondial des richesses qui a commencé à rétrécir et qui a arrêté de grossir et rétrécir à partir du dernier tiers du XXe siècle. Je parle du gâteau économique, je ne parle pas du gâteau financier. Alors si quelqu'un vient me dire que le fait de donner à Bentham, je ne sais pas moi, 20 milliards par but marqué, c'est de l'économie, eh bien ce type-là, il devrait se faire examiner. Il y a des économistes qui disent ça. Ça, c'est un acte financier. Être assez fou pour payer un type qui tape sur un ballon ou un type qui court après une rondelle de caoutchouc et qui s'appelle Wayne Gretzky, donner à ces gens-là des milliards de dollars, ça n'a rien à voir avec l'économie, c'est de la folie financière. Et la folie financière, c'est la mort de l'économie. Ça n'a rien à voir. Or, on vous fait croire que la bulle financière, c'est l'économie. Alors on vous dit, il y a tant de dollars qui s'accumulent, le PIB, machin, 5%, 4%, tout va bien. Mais ce n'est pas vrai. Ce qu'on calcule, c'est de l'accumulation de digits, d'écriture électronique en dollars. C'est tout. Alors je vous demande si c'est ça qui va nourrir un Béninois qui crève de faim ou un poulet. Le poulet, c'est de la vraie économie. Les digits dans la bulle financière du Nasdaq et de Wall Street, ce n'est rien d'autre que du vent financier pour enrichir des fous qui deviennent de plus en plus fous, parce qu'avec cet argent, que vont-ils acheter et que vont-ils faire pour aider l'économie? Dans quoi vont-ils investir? Sinon, des produits de spéculation, des produits de luxe. Nous sommes dans l'économie de super luxe, c'est celle qui va le mieux, parce que les plus riches sont de plus en plus riches et ils peuvent se payer du luxe, mais l'économie du luxe, ce n'est pas l'économie qui fait du poulet et du grain de blé. Or, c'est ça qui maintient l'humanité et l'économie réelle. Donc, cette économie-là a commencé à rétrécir et s'est arrêtée de grossir fin du XXe siècle, dernier tiers, parce que, tout simplement, la mer ne peut pas donner le maximum de morue. Celui qui veut faire le maximum de profit avec la morue, il est obligé de pêcher le maximum de morue. Mais l'océan, il ne donne pas le maximum de morue, il donne la morue qu'il peut. Or, aujourd'hui, il n'y en a plus de morue. Et ceux qui faisaient de l'argent avec de la morue, maintenant qu'il n'y a plus de morue, ils veulent faire de l'argent avec l'eau. Ils demandent à Charest et à Martin de privatiser l'eau pour faire de l'argent avec l'eau, avec des biens communs, des biens publics. Et après-demain, ça sera l'air. Ils vont demander qu'on privatise l'air. Non, sérieusement, vous ne trouvez pas qu'il y a des gens qui abusent en respirant trop? Moi, j'en connais qui ne devraient pas respirer. Hein. Alors, tu veux respirer, tu payes. On va élaborer un marché de la respiration. Et vous respirez trop, monsieur, je vous entends là. Hein. Oui, oui. Bon, donc, alors voilà le cynisme, voilà vers quoi on va arriver. Donc, le problème néolibéral fondamental, c'est le suivant. Le gâteau mondial diminue, il rétrécit. La part des plus riches, qui a augmenté de façon exponentielle pendant les 3 derniers siècles, eh bien cette part-là, les riches veulent la conserver ou l'augmenter.
Et le problème néolibéral, c'est le suivant, de la mondialisation néolibérale qu'on nous impose. Ça a été dès le départ, comment conserver la part des plus riches et, si possible, la faire grossir quand le gâteau ne grossit plus. Ça va? C'est très simple. Si vous voulez faire grossir votre part quand le gâteau ne grossit plus, vous prenez sur la part des autres. Pas compliqué. Il faut démocratiser l'Irak. Il faut démocratiser l'Afghanistan. Il faut envoyer les multinationales en Afrique. Il faut faire payer tous ceux qui étudient. Hein? Tous ces maudits jeunes qui thésaurisent l'argent. Et les assistés sociaux qui ont des bicyclettes. Vous trouvez ça normal, vous, qu'un assisté ait une bicyclette? Hein? Bon. Il faut couper les bibliothèques, couper les livres dans les écoles, baisser les salaires des profs, baisser les subventions pour les pauvres et les malades et les vieux, etc. Ça va? Ça s'appelle privatiser, rationaliser et rendre plus efficace dans le langage de la mondialisation. Et moi, j'appelle ça envoyer de l'argent public dans les poches privées des petits copains de ceux qui font nos gouvernements. Alors, pour aller vite, voilà le problème fondamental donc, de cette mondialisation. Et on nous l'a imposé comment? À partir des années 40, Bretton Woods, ça a été la première étape. Les institutions de Bretton Woods, donc le FMI, la Banque mondiale, l'ancêtre de l'OMC, qui était le GATT, General Agreements on Trade and Tarification, je préfère, moi, GATT, parce que ça veut bien dire ce que ça veut dire, le gouvernement américain sur toute la Terre. Ça, c'est clair. Mais ils ont changé ça pour OMC plus tard. Alors, donc, dès les institutions de Bretton Woods, les Américains et les Anglais voulaient imposer un ordre mondial à leur mesure et à leur conception tout de suite après la guerre, donc faire du commerce en paix, ça c'est le prétexte officiel, mais officieusement en dessous, c'était déjà la guerre, sterling-dollar, et ils ont même failli adopter une monnaie commune mondialisée qu'ils appelaient le banco du côté anglais, c'était Keynes, et du côté américain on appelait ça l'unitas. Mais finalement, ils ne se sont pas mis d'accord parce qu'ils voulaient encore continuer la guerre sterling au dollar. Et vous savez, c'est le dollar qui a gagné. Donc, et un dollar convertible à parité égale avec une certaine quantité d'or, ce qui maintenait une certaine stabilité. Mais en 1971, à cause de la guerre du Vietnam, parce qu'il fallait fabriquer beaucoup plus de dollars que les Américains ne pouvaient garantir, Nixon a fait éclater le consensus de Bretton Woods en déclarant la non-convertibilité et le flottement du dollar. Bon, ça c'est le premier point. Deuxième, c'est la doctrine du containment, en français l'endiguement, endiguer. Dès le gouvernement Truman, tout de suite après la Seconde Guerre mondiale, donc, la doctrine du containment, c'était de contenir l'Union soviétique et le bloc de l'Est dans ses frontières et l'empêcher d'aller ailleurs. Et un officier de la CIA a déclaré récemment, qui a participé à la guerre froide, il a dit cette époque-là, c'était un jeu d'échecs gigantesque, et c'était vraiment à qui enlèverait le plus de pièces à l'autre. Et les pièces, c'est des sphères d'influence, et les sphères d'influence, c'est des pays. Et vous allez voir dans un instant quelle importance ça a. Deuxième importance que ça a, c'est que la doctrine du containment, de l'endiguement du bloc de l'Est, s'est basée beaucoup sur la fabrication de Ben Laden et de ultra-islamistes radicaux wahhabistes pour s'opposer à l'aspect athée du communisme qu'on présentait essentiellement donc à ces musulmans-là dans les frontières sud-ouest de l'Union soviétique. Et ça a été un des pions dans l'échiquier américain, largement financé par l'Arabie saoudite, les pétrodollars, l'Amérique via le Pakistan, pour aboutir à la guerre afghano-russe soviétique, comme vous le savez. Bon. Ensuite, il y a eu le macartisme et l'anti-ouvriérisme US, toujours en 1946. Le sénateur McCarthy a été chargé, avec sa commission, de voir dans la fonction publique américaine s'il y avait des traîtres, des gens qui avaient des sympathies anarchistes ou communistes ou socialistes. Et on demandait, ça me rappelle ce qui se passe maintenant, vous savez que maintenant, pour la bonne gouvernance d'entreprise et de gouvernement avec les commandites, Enron et tout ça, on est en train de demander aux fonctionnaires et aux travailleurs de faire de la délation. J'espère que vous le savez.
eh bien c'est exactement comme l'époque du macartisme, dénoncer tout camarade, tout copain de travail ou copine de travail qui a des idées ou qui a des sympathies anarchistes, socialistes, ouvriéristes, syndicalistes, et on le virait minimalita. Donc ensuite, et ça évidemment, ça a empêché toute éclosion d'idées ouvriéristes ou de politiques de classe laborieuse aux États-Unis, notamment et en Amérique du Nord. Et évidemment, ça a laissé le champ libre aux idées néolibérales qui sont des idées de capitalistes, de capitalisme financier sauvage. Les démocrates, c'est l'argent et le capitalisme financier du nord-est des États-Unis. Les républicains, c'est l'argent et le capitalisme financier du sud-ouest des États-Unis. L'échiquier politique américain, il n'y a rien d'autre que l'argent. Et canadien aussi. On va bientôt avoir les conservateurs, je m'en réjouis. Troisième ou quatrième étape, c'est la liquidation des non-alignés. Alors ça, c'est très important. Les pays non-alignés, Bandung 56, Belgrade 62, des pays d'Afrique et d'Asie nouvellement indépendants qui allaient plus vers des nationalismes de type socialiste ou de type nationaliste gauchisant, ont décidé de ne s'aligner ni sur Moscou ni sur Washington. On fait du commerce entre nous. La Russie ou l'Union soviétique envoyait des tracteurs à l'Algérie, l'Algérie envoyait du vin, Cuba envoyait des médecins et des dentistes, l'Algérie leur envoyait de l'huile d'olive, la Tunisie de harissa, etc. Bon. Mais ce commerce a impliqué, à un moment donné, au milieu des années 60, quelque chose comme une centaine de pays dans le monde. Donc c'est une partie énorme du commerce mondial qui échappait au dollar et à la livre sterling. Et ça, c'était intolérable. Et alors, on a assisté en 10 ans à la liquidation du mouvement des non-alignés. Acte 1, assassinat de Lumumba, remplacé par Mobutu au Congo. Mobutu, colonel formé par la CIA et les services belges, qui a duré 30 ans et qui a pillé tout son pays pour enrichir la Belgique et le reste du monde développé. Et le dernier acte, c'est Salvador Allende, assassiné en septembre 1973 pour être remplacé par le grand démocrate qui s'appelle Pinochet. Et entre les deux, la dictature du Brésil, la dictature de l'Argentine, l'assassinat de Sadok Mossadegh, l'assassinat d'Enrico Mattei, de Nkrumah, l'élimination d'Ahmed Ben Barka, d'Ahmed Ben Salah, etc., No, Ngodin Diem, Sihanouk, et j'en passe, Nehru, etc., etc. Et cette liquidation des pays non alignés, c'était ce qu'évoquait cet officier de la CIA, disant qu'il fallait enlever le maximum de pièces à l'ennemi. Donc tous ces pays non alignés qui étaient plus en commerce et en relation avec l'Union soviétique, il fallait à tout prix les enlever à l'Union soviétique par des actes de quoi? D'assassinat politique, par des actes barbares, des actes de coup d'État, remplaçant des gens démocratiquement élus, le premier chef d'État démocratiquement élu d'Amérique latine, Salvador Allende, par un dictateur sanguinaire qui s'est appelé Pinochet et qui a contribué au plan Condor américain et à l'expansion des conséquences de l'école des Amériques, qui à l'époque était au Panama et qui formait via Washington tous les dirigeants de l'Amérique latine et qui était chargé d'éliminer toute opposition non désirée par Washington dans la région. Alors voilà donc le dernier acte, et je vais arriver aux conclusions. Le dernier acte, c'est les plans d'ajustement structurel du FMI, avec les doctrines et le dogme du FMI et de la Banque mondiale, comme le marché libre, autorégulé, comme le consensus de Washington. Il faut tout privatiser, tout déréguler, le privé est efficace, le public et l'État, c'est des budgétivores, le citoyen, c'est un coût, la nature, c'est une ressource inépuisable, servons-nous, allons-y, et c'est ça que la Banque mondiale et le FMI ont comme doctrine fondamentale pour agir et donner des leçons aux pays, notamment en voie de développement, et leur dire quoi faire en matière économique, ce qu'on appelle les plans d'ajustement structurel. Et ces plans d'ajustement structurel ont abouti au chaos argentin, en passant par la débâcle de la Russie et par la ruine de l'Éthiopie, qui était le premier pays à appliquer les plans d'ajustement structurel du FMI. Aujourd'hui, tout le monde sait que c'est une catastrophe, mais on continue parce que le dogme du marché, libre, autorégulé, au-dessus des États, au-dessus des nations, est absolument indispensable à l'enrichissement infini des plus riches qui veulent que ça dure et que ça ne s'arrête jamais. Et mes collègues économistes aujourd'hui, qui se disent économistes, eh bien, sont des gens
qui ne font que mettre en théorie le fonctionnement d'une économie telle que la désirent les riches et les classes dominantes. Point à la ligne. Et c'est cette doctrine économique qui sert de base théorique à la mondialisation néolibérale telle que nous la connaissons. Alors pour conclure avec l'altermondialisation, et j'espère que j'ai été assez clair, malgré la rapidité du propos, par rapport évidemment à la complexité du sujet, eh bien, aujourd'hui nous en sommes à une deuxième forme de guerre qui a suivi donc les 4 ou 5 étapes que je viens d'évoquer. Ça a été d'abord la guerre des prix entre les deux capitalismes, guerre des prix entre les multinationales américaines, françaises, anglaises, canadiennes, japonaises, allemandes, etc. Et maintenant, c'est la guerre tout court. Pourquoi? Parce que la mondialisation néolibérale est morte. Le néolibéralisme est mort. Le néolibéralisme est un échec, un cadavre, un échec cuisant. Premier certificat de décès, c'est la chute de Enron, AOL, Warner, Tyco, Waste Management, etc., etc., tous ces géants du système qui se sont écroulés aux portes de la Maison-Blanche. Eh bien, ces chutes ne sont pas des cas de mauvais management. Parce que je vois aujourd'hui à Harvard, à Princeton, à Yale, à UCLA, etc., des cours, des séminaires, dans les écoles de business et d'économie, des livres qui traitent de management deviation. Oui, Enron, c'est un petit cas pathologique de management deviation. Non, ce n'est pas du management deviation, c'est le système qui est mort. C'est le système du capitalisme financier qui a montré jusqu'à quel point de turpitude, jusqu'à quel point de crapulerie, de traficotage et de mensonge il doit arriver pour garder les profits. Ce système est mort, c'est fini. Et l'acte de décès extérieur, c'est l'Argentine. L'Argentine, 2 ans avant, était désignée par tous les économistes néolibéraux de cette mondialisation comme le meilleur élève du FMI et comme l'étoile du néolibéralisme. Eh bien, on voit très bien ce que ça a donné. La seule chose qui a évité aux États-Unis de sombrer, sans doute, dans un changement de régime dramatique, c'est le 11 septembre. S'il n'y avait pas eu le 11 septembre, aujourd'hui, on serait proche d'un régime socialiste à Washington, à cause de toutes ces chutes et de toutes ces turpitudes intolérables du capitalisme financier. Mais attaquer l'Afghanistan, attaquer l'Irak, avec le prétexte du 11 septembre, vous avez bien vu, le 11 septembre, on trouve un passeport arabe intact dans une tour de béton et d'acier fondu, tout à fait normal. Moi, je me fais construire un abri anti-atomique. Je me fais construire un abri anti-atomique en passeport arabe. Alors, si vous avez des passeports arabes, s'il vous plaît, gardez-les-moi, je les achète, parce que c'est le matériau le plus résistant de l'univers. Oui, oui. Quand le béton et l'acier fondent, le passeport arabe, il reste intact, avec la photo, tout. Écoutez, il faut en tirer les conséquences, hein. Alors, sur les 19 terroristes recensés, il y en a 7 qui sont encore vivants, mais on s'en fout. 5 ou 6 au moins, hein, qui sont encore vivants et qui l'ont dit, on vous. 15 sont d'Arabie Saoudite. Mais logique, implacable, il faut attaquer l'Afghanistan. Ça va? Bon, eh bien voilà ce qui permet aujourd'hui au capitalisme néolibéral et à cette mondialisation de se maintenir sous oxygène, c'est en exportant ses problèmes et son chaos ailleurs. C'est en détruisant l'Afghanistan, en détruisant l'Irak, en détruisant demain la Syrie, etc., que les États-Unis maintiennent sous oxygène un système qui, autrement, ne se maintiendrait plus. Alors, pour conclure, quelques analyses et solutions. J'ai encore 5 minutes? Oui? Très bien. Alors, voyez-vous, cette mondialisation, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elle a été construite et imposée par
ce qu'on a appelé plus tard le consensus de Washington, par un certain Occident qui est aujourd'hui en guerre avec un autre Occident. C'est le capitalisme financier de type américain qui est aujourd'hui en guerre contre le capitalisme industriel de type européen, nord-européen, Japon, etc. C'est la guerre euro-dollar aujourd'hui, et de l'autre côté, le yen et le yuan qui sont en train de poindre. Et le reste de la planète, donc nous payons les pots cassés de cette nouvelle guerre. Il faut bien comprendre aussi que je ne suis pas contre la mondialisation. Les altermondialistes ne sont pas contre la mondialisation. Nous sommes contre cette mondialisation-là. Nous sommes contre cette mondialisation néolibérale qu'on nous impose comme étant la bouée de sauvetage pour tout le monde, alors que ce n'est rien d'autre que la seule manière pour les plus riches de cette planète de maintenir leur richesse et de les augmenter. Évidemment, en appauvrissant le reste et en détruisant la nature. Alors, qu'est-ce qu'une autre mondialisation acceptable, une altermondialisation? Eh bien, ça serait une mondialisation qui respecte les plus élémentaires des concepts, des théories les plus classiques en économie du libre-échange. C'est-à-dire, avant tout, homogénéité maximale entre les pays qui entrent en libre commerce. Je n'ai rien contre le libre commerce. Mais quel libre commerce voulez-vous qu'il y ait entre les États-Unis et le Maroc? Ils vont libre-échanger quoi? Bostella contre des F-16? Non, le libre-échange, c'est un minimum d'homogénéité économique, technologique, culturelle, d'infrastructure, etc., etc., etc. Alors, on entre en libre-échange. C'est ce qu'a fait l'Europe. C'est ce qu'ils ont fait avec l'Espagne et le Portugal. Pour faire rentrer l'Espagne et le Portugal dans l'Union européenne et amener l'Espagne et le Portugal à niveau de ce qu'est l'Europe la plus développée, c'est-à-dire Angleterre, France, Allemagne, eh bien l'Europe a mis en place ce qu'on appelait l'un des plans, le plan Da Vinci. Et le plan Da Vinci, c'est des centaines et des centaines et des centaines de millions et de milliards d'euros donnés à fond perdu à l'Espagne et au Portugal pour qu'ils se relèvent et qu'ils mettent leur technologie, leur infrastructure, leur culture, leur université, etc., à hauteur de l'Europe pour être un marché solvable et un marché de technologie homogène avec le reste de l'Europe. Est-ce qu'on a vu les États-Unis et le Canada faire la même chose avec le Mexique? Un plan tacos. Et donner au Mexique des milliards et des milliards de dollars pour lui dire, fais-toi une infrastructure, une université, une technologie, etc., à la hauteur des États-Unis et du Canada, et alors on entre en libre-échange. Ça, c'est pas du libre-échange. Ça s'appelle de l'exploitation. Point à la ligne. L'ALENA, ça n'a jamais été un accord de libre-échange. L'ALENA est un accord d'exploitation de Québec Inc., de Canada Inc. et de Wall Street pour bouffer ce qu'il reste de travail bouffable, exploitable du Canada et des États-Unis, et bien entendu du Mexique, et la nature avec. Voilà ce que c'est l'ALENA. Donc, solution, évidemment, aller vers ces homogénéités-là. Et pour aller vers ces homogénéités, il faudrait une mondialisation dans laquelle les pays riches consentent urgemment, non pas à partager, non pas à aider, consentent urgemment à restituer une infime partie de ce qu'ils ont pillé au tiers-monde. Et je dis bien une infime partie. Comment? Déjà en 1920, Max Weber, le grand Max Weber, estimait que l'Angleterre et l'Espagne, à elles seules, devaient au Mexique et au Pérou 100 milliards de dollars de l'époque. 1920. Juste le Pérou et le Mexique. Ce que doivent l'Angleterre, ce que devaient l'Angleterre et l'Espagne au Pérou et au Mexique pour les richesses connues, pillées, en termes d'or, etc., etc., etc. Bon, alors, imaginez aujourd'hui qu'on demande aux États-Unis, qui n'ont jamais payé leur dette à personne, de payer leur dette à l'Afrique. 2 siècles d'esclavage. Ça coûte combien? Il faudrait qu'on fasse les comptes un jour. Donc,
Voilà, si vous voulez, ma conclusion, c'est homogénéité, non pas aide et charité, mais restitution. Et on fait des calculs, on peut les faire. Et comment, concrètement, sur le plan mondial, taxe Tobin, taxer les transactions financières internationales quotidiennes, ça ramènerait des milliards de dollars par jour pour lutter contre la pauvreté et aider les pays du tiers-monde à se mettre à niveau. Au niveau mondial, toujours, taxer les profits des multinationales. Jacques Chirac l'a proposé dernièrement. Et faire payer, obliger les multinationales à payer dans les pays du tiers-monde des salaires décents. Non pas payer des salaires de 2-3 cents aux Philippines et des salaires de 5 cents à Bombay, parce que c'est leur propre intérêt aux pays riches à eux-mêmes. Quand ils détruisent ici des emplois de 20 $ de l'heure et qu'ils créent des emplois à Bombay à 20 cents de l'heure, celui qui est payé 20 cents de l'heure, il ne pourra jamais acheter ce qu'il fabrique. Jamais. Et le chômeur qui est fait ici, il ne pourra plus l'acheter non plus. Alors ils font du profit à court terme, ils donnent des dividendes à leurs actionnaires à court terme, mais à long terme, ils sont en train de se suicider et de nous tuer avec. Enfin, au niveau mésoéconomique, macro et mésoéconomique, instaurer à l'échelle de régions d'abord des échanges interrégionaux pour des mises à niveau interrégionales, comme le Mercosur, comme le Pacte andin, comme le Maghreb uni, etc. Et sortir de l'euro, sortir du dollar, sortir de toutes ces monnaies qui sont des monnaies mondialisées de fait, qui ont tous les droits et qui n'ont aucune obligation. Et enfin, inscrire dans les constitutions les politiques économiques. Les politiques économiques doivent relever de la souveraineté de la nation et non pas des désirs des patrons de multinationales. Merci beaucoup.